Bienvenue dans cette émission un peu spéciale parce que nous inaugurons aujourd'hui le Club Indé, le club de la presse indépendante, un club de la presse indépendante qui reviendra tout au long de l'année. Alors pourquoi le Club Indé? Pour deux raisons, pour montrer la vigueur des médias libres qui se tiennent à bonne distance des coteries, des partisaneries, des grandes fortunes au moment où des médias emblématiques sont aux mains de milliardaires. Et puis parce qu'on a envie de commenter tous ensemble l'actualité avec expertise, avec nos perspectives, en faisant véritablement un pas de côté. Alors pour inaugurer le Club Indé, pour nos invités de cette grande première, sont Stéphanie Fontaine. Vous collaborez avec le site d'investigation reflet.info. Nous avons en visio Hervé Kempf, rédacteur en chef de Reporter. Bonjour. Et toujours en visio, Jean-Christophe Boulanger, vous êtes PDG de Contexte, qui est un site d'information destiné notamment au milieu politique et économique, mais vous allez nous en dire plus. Bonjour à tous les trois, merci beaucoup d'inaugurer avec moi le Club Indé. Alors, on va commencer avec vous, Stéphanie. On va notamment parler de votre enquête sur les profits juteux des radars automatiques. Le site Reflet a 10 ans cette année. Et alors, en regardant un petit peu la manière dont il se présente, il est beaucoup question d'information hacking. C'est comme ça qu'il s'est vendu au moment de sa création. Qu'est-ce que ça veut dire, en fait, information hacking ? Ouais, alors je pense qu'on a vraiment beaucoup évolué. C'était vraiment au tout début. En fait, pourquoi cette information hacking? C'est que le site a été créé par un journaliste et aussi par un hacker. Donc, en fait, le hacking vient de là. Et effectivement, le journaliste et le hacker, forcément, mais voilà, se sont fait vraiment Antoine Champagne, donc l'un des fondateurs, le journaliste, travaille beaucoup sur les données personnelles, Internet. Et donc, à l'époque, même si Internet existait déjà depuis quelques années, je pense vraiment qu'il avait... il a gardé une expertise très importante pour trouver... En fait, il y a beaucoup de choses sur le net qui sont déversées sur le net qu'on croit éventuellement, qui sont cachées, qu'on n'arriverait pas à trouver, parce que tout n'est pas complètement public sur le net. C'est un peu étonnant, mais il y a des intranets, il y a des choses qui finalement fuitent et se retrouvent sur la toile en accès libre. Et sans que les gens qui ont mis ces informations-là en accès libre pensent qu'éventuellement, on va y avoir accès. Donc, ça vient un petit peu de là aussi, cette information hacking. D'accord. Mais aujourd'hui, la ligne éditoriale est plus large. J'ai eu l'impression, en regardant, je me disais, bon, il y a un côté effectivement expertise numérique, mais on parle aussi des repas dans les restaurants clandestins ou de la fabrication des grenades LBD. Bon, voilà. Donc, mais du coup, la ligne éditoriale, vous la définiriez comment ? Ah non, vraiment, maintenant, aujourd'hui, c'est un site qui se veut généraliste. Okay. Vraiment, donc effectivement, avec une priorité sur l'analyse et l'investigation. Mais à partir de là, tous les sujets peuvent être étudiés, abordés sur Reflet. Alors, est-ce que vous nous donneriez un contenu emblématique, récent de Reflet ? C'est les fameux dîners clandestins, effectivement, parce que justement, encore une fois, on retrouve tout sur Internet. Donc, au moment où ils ont voulu enlever toutes ces invitations, là, on parle principalement du Palais Vivienne. On en a beaucoup entendu parler à la suite d'un reportage de M6, donc début avril, fin mars ou début avril. Et donc, on s'est rendu compte à Reflet qu'effectivement, il y avait Pierre-Jean Chalençon, donc, qui est le propriétaire du Palais Vivienne et qui organisait donc, des dîners, déjeuners clandestins. Mais il y avait aussi, en fait, il y avait deux autres personnages qu'on retrouve. Le chef cuisinier derrière, le roi, Christophe Leroy, et puis un organisateur, Michel Soyer. Et en fait, il y avait aussi... beaucoup de traces. Et en fait, finalement, il y avait beaucoup de traces qu'on a sorties. Et ce qui est drôle, c'est de voir qu'en fait, il y avait des journalistes qui étaient invités en tant que conférenciers. Parce qu'ils faisaient des dîners-conférences, des déjeuners-conférences. Et en fait, il y avait des journalistes qui venaient animer ce genre de repas, dont un journaliste de BFM qui a... Ulysse Gosset. Voilà, Ulysse Gosset, qui a invité... Enfin, BFM qui a invité l'un des journalistes qui avait sorti donc, toutes ces invitations en plateau et qui demandait « Mais comment vous avez trouvé ? Qu'est-ce que vous avez compris ?» etc. Et donc, le journaliste dit « Mais... vous n'avez qu'à interroger votre propre journaliste. De Reflet, voilà. Oui, absolument. Comment on résumerait le modèle économique de Reflet ? Comment ça marche ? Mais ça marche que sur dons et abonnements. 3,60 € par mois, 36 € par an. Il n'y a pas de grande fortune derrière, pas de gros investisseurs. Vraiment, le journal ne vit que de ses abonnements et des dons.
Il n'y a pas de monétisation de données personnelles. Vraiment, c'est Pas de subvention, pas de publicité. pas de subvention, pas de publicité. Voilà. Parfait. Hervé Kempf, rédacteur en chef du quotidien de l'écologie Reporter. Nos abonnés vous connaissent, vous ont déjà vu sur ce plateau. D'ailleurs, vous aviez prédit l'échec de la Convention citoyenne pour le climat il y a quelques mois. Si vous deviez définir la mission de Reporter en quelques mots. On a une ligne rédactionnelle qui est très claire, qui est la question écologique et la question politique essentielle des premières décennies du XXIe siècle. Et quand on dit la question politique essentielle, on veut dire la question que se pose l'humanité, la question que la société se pose pour déterminer son avenir. Et donc tout s'oriente par rapport à ce souci, à cette priorité accordée à la problématique écologique. Et à partir de là, on fait un travail de journaliste de fond, de base, de vérification d'informations, de sortir des informations pertinentes, nouvelles, contradictoires. Mais la ligne rédactionnelle, la question écologique et la question politique prioritaire du début du XXIe siècle. Oui, c'est une question existentielle au sens le plus littéral du terme. Hein. Un article emblématique des derniers mois, Hervé ? Une grosse enquête, hein, parce que c'est assez effrayant d'ailleurs, puisqu'on en est maintenant à plus de 20 000 articles, enfin c'est depuis qu'on existe, puisqu'on est un quotidien. Mais je dirais une grosse enquête parmi celles qu'on a faites, qui est encore en cours, c'est, j'oserais presque dire, la révélation, en tout cas la mise à jour, que dans les sources du Covid, dans l'origine de la pandémie de Covid-19, une hypothèse est absolument essentielle, c'est celle que ce virus, le SARS-CoV-2, se serait échappé d'élevages industriels extrêmement importants qui sont massifs en Chine et se serait échappé de ces élevages de visons qui sont des très bons transmetteurs du virus. D'une part, ils les attrapent des chauves-souris qui sont le réservoir et de l'autre, le transmettent très facilement aux humains. Donc, c'est une hypothèse sur laquelle on travaille depuis des mois avec 2 journalistes scientifiques et qui a été maintenant, qui est officialisée par l'OMS et par nombre de chercheurs. Et donc, il y a maintenant 2 hypothèses sur la table pour connaître l'origine du Covid. C'est la fuite du laboratoire P4 de Wuhan, qui est une hypothèse tout à fait solide, et l'autre, qui est également reprise en compte sur l'OMS, c'est la fuite, d'une certaine manière, la transmission à partir d'élevage industriel d'animaux à fourrure en Chine. En Chine, mais aussi, vous aviez cité des usines de visons en Europe du Nord. Voilà, en fait, je pourrais en parler longtemps parce que c'est une grosse enquête, on a en plusieurs volets, mais la première qu'on avait sortie, c'était de montrer que des fermes, la concentration de la source du virus en Italie du Nord, qui après s'est répandue dans l'Europe, et les variants européens sont bien identifiés en termes génétiques, était parti effectivement de fermes industrielles dans la région de Bergame. Enfin, c'est une hypothèse, hein. Nous restons toujours prudents, c'est une hypothèse. Mais c'est une hypothèse qui doit être examinée très sérieusement. Et donc, de la région de Bergame, et ensuite c'est répandu dans le nord de l'Europe. Et après, on a creusé, Yann Faure et Yves Siama ont creusé et ont investigué toutes les informations disponibles sur ce qui se passait en Chine. Oui, Yves Siama qui est un journaliste scientifique connu. Votre modèle économique, Hervé ? Alors, je ne sais pas si c'est un modèle, mais en tout cas, on est un média en accès libre, sans abonnement payant, sans actionnaire, sans publicité, qui est géré par une association. Et maintenant, on va publier nos comptes la semaine prochaine, si tout va bien. Ah, je les ai cherchés justement. 2020. On a ceux de 2019. Hein. Tous nos comptes sont publiés, évidemment, depuis 2015. On va publier ceux de 2020 l'année prochaine, la semaine prochaine, décidément. Et donc, on est maintenant financé à 98% par les dons des lectrices et des lecteurs. Les 2 autres pourcents, on a une collection de bouquins avec le Seuil et voilà. Et par ailleurs, on vend beaucoup d'articles, et parfois des photos, mais beaucoup d'articles à des manuels scolaires, et on en est très heureux. Donc, et un site qui marche bien. On a plus de 1 million de visiteurs tous les mois, et on a 12 journalistes travaillent à Reporter en CDI de façon permanente. Alors quand vous dites que évidemment la plupart des dons viennent des lecteurs, est-ce qu'il y a des gros donateurs ? Non, le maximum, je crois qu'on a un don de 1 000 € qui est arrivé. De temps en temps, on a des dons de quelques centaines d'euros. Est-ce que vous êtes limité ? Est-ce que vous avez décidé qu'il n'y aurait pas de gros donateurs ? Enfin, il n'y en a peut-être pas tout simplement. Mais... Ça ne s'est pas trouvé. Alors, on a eu 2 cas récemment, des dons de 2 000 et 3 000 €. D'une part, c'est une association qui, je ne rentre pas dans le détail, mais on leur a dit, écoutez, c'est super gentil de votre part. Mais là, cette année, on n'en a pas besoin.
et donnez-la plutôt à telle autre association qui fait un super boulot sur la forêt. Et un autre Ok. cas, c'était une mairie du Loiret, je crois, qui appréciait beaucoup notre boulot. On s'est posé la question, je crois que c'était 3 000 € et on leur a dit là aussi très gentiment, on a le souci d'être totalement indépendant. On est sûr qu'il n'y a aucun problème avec vous, mais si par hasard on devait parler de vous, Ok. on veut être totalement indépendant. Donc on a refusé Donc avec vous, plein de formules de politesse, mais non, quand on voit plus de 1 000 €, tout de suite on se pose une question, ah quoi. voilà, c'est exactement ce que j'avais envie de savoir. Donc au cas par cas, vous examinez les risques éventuels de Oui, oui, oui. pression ou de. Ouais, Le don moyen, c'est à la louche en moyenne 60 € par an, soit en un coup, soit des virements réguliers, d'accord. 5 ou 6 € par mois. Jean-Christophe Boulanger, votre tour, vous êtes le PDG d'un média peu connu du grand public, Contexte, qui produit des lettres, des mails, des briefings destinés principalement, alors vous allez peut-être me contredire, mais aux élites économiques et politiques. Et j'ajoute que vous êtes aussi le président du SPIL, le syndicat de la presse indépendante d'information en ligne, dont Je Arrêt ne sur le suis Image. plus. Ah, vous n'êtes plus. Je l'ai Je vu vous pourtant coupe. hier. Je ne le suis plus depuis 2 mois. Ah, d'accord. Ah, Toutes mes 6 ans excuses. comme président. Ça n'avait pas été mis à jour alors, dans le document que j'ai pu consulter, dont Arrêt sur Image est adhérent. Alors, Contexte, votre média, c'est pour qui, Jean-Christophe Alors, Boulanger? Contexte, c'est vraiment pas pour les élites, c'est pour les professionnels des politiques publiques. Contexte, on est là pour informer sur la politique de manière experte et indépendante. On le fait de deux façons, avec un journal et avec un logiciel. Et tous les deux s'adressent à ce qu'on appelle les professionnels des politiques Qu'est-ce que publiques. voulait dire C'est-à-dire, un journal et un logiciel? on a commencé l'activité en 2013 par un journal, Oui, Contexte, que vous connaissez ou non, et oui, on a oui. lancé l'an dernier notre premier logiciel, qui est un logiciel de suivi automatisé de l'activité parlementaire française. Et pour nous, on conçoit notre rôle d'informer de deux façons, avec du journalisme, et il y aura toujours besoin de journalistes pour trouver des scoops, hiérarchiser, raconter les choses, mais les logiciels peuvent aussi être utiles pour informer de façon efficace quand il y a des millions de données à analyser en quelques secondes. Quand on veut l'exhaustivité et l'hyperréactivité, les logiciels peuvent avoir leur intérêt. Donc, on a ces deux parties dans notre activité. D'accord. Et alors, on se veut vraiment pas un journal pour les élites, mais pour les pros, en fait. Alors, il y a un métier, il y a quelques dizaines de milliers de personnes dont le métier est de la matière législative ou réglementaire. Et c'est pour ça, c'est pour ces gens-là qu'on écrit. D'accord. Je peux me permettre une question ou Ah pas? oui, Le logiciel, justement, en fait, ça veut dire que vous intégrez dans le logiciel tout ce qui sort en activité parlementaire et avec un simple mot-clé, par exemple, en ce moment, moi, je suis... autoroute. Voilà, je suis friande des autoroutes en ce moment. J'inscris autoroute dans votre logiciel et là-dessus, je vais voir toutes les dernières questions parlementaires, tous les textes où il y a le mot autoroute dedans. C'est comme ça. Exactement. Vous inscrivez des mots-clés et vous recevez des alertes pour en temps réel être informé quand il y a un amendement qui mentionne ces mots-clés. Bientôt, quand il y a des questions parlementaires, des questions au gouvernement sur ce sujet. L'idée, c'est de pouvoir être alerté en temps réel de tout ce qui se passe dans le Parlement français. C'est un outil qui n'existe pas aujourd'hui, qui peut faire gagner beaucoup de temps à la fois aux ONG, aux entreprises, aux Oui, mais associations. Stéphanie Fontaine, elle est journaliste indépendante. Elle n'a pas Ouais. les moyens de s'abonner à votre logiciel. Combien elle va Si, payer? Ouais, c'est très important pour nous que tous les professionnels qui ont envie de nous utiliser puissent le faire. Et donc, on a un modèle de prix qui s'adapte radicalement aux capacités de chacun. En gros, on peut faire de 1 à 100. Aujourd'hui, un journaliste De 1 à indépendant peut 100, payer attendez, 1 à 100 euros par mois pour le de logiciel? 1 à 100 dans le rapport de différence de prix. Ah, pardon. Concrètement, un journaliste indépendant qui veut s'abonner, ça peut être à 100 ou 200 euros par an. Alors qu'une entreprise ou une grande institution publique qui veut s'abonner, c'est en dizaines de milliers d'euros par an, Ok. jusqu'à 100 Pour voire le même contenu? 150 000 euros par an. Pour un accès au même contenu? Exactement le même Oui. contenu. Ouais. Parce que moi, je me suis abonnée provisoirement ces derniers jours et j'ai vu que je pouvais m'abonner à différents types de briefings, pouvoir, environnement, etc. Est-ce que si je m'abonne à tous les contenus disponibles, j'ai un abonnement qui est plus cher que si je m'abonne à certains contenus? Alors ouais, chacun effectivement peut choisir de s'abonner à une ou plusieurs éditions. C'est Ouais. comme ça qu'on appelle ça parce qu'on couvre pas tous les sujets. On couvre certains secteurs d'activité, l'énergie, le numérique, les transports, bientôt la e-santé, etc. On a aussi une édition qui couvre les luttes d'influence entre institutions, l'échelon européen, l'échelon français national, les échelons locaux, et au sein de ces institutions qu'on appelle pouvoir. Et donc quand on s'abonne, on choisit une ou plusieurs éditions. On reçoit chaque matin un briefing
Ouais. de ces ou ces éditions. Mais alors, on a dû vous poser cette question, mais ok, vous écrivez pas pour les élites, mais vous êtes lu par les pouvoirs, objectivement, les pouvoirs économiques, les pouvoirs politiques. Comment on reste indépendant de ces pouvoirs-là si on écrit pour eux et qu'on est financé par eux, parce que c'est eux qui payent les gros abonnements, je veux dire, les grosses institutions, les partis politiques qui s'abonnent à Contexte, c'est eux qui vous donnent le plus de sous. Alors comment on fait pour garder cette distance avec ces gros abonnés-là? Alors, je ne pense pas qu'on soit lu particulièrement par les pouvoirs. On raconte le pouvoir. Notre objet éditorial, c'est le pouvoir. Notre obsession, c'est de coller au plus près de la réalité de la prise de décision politique. Donc oui, on est obsédé par la question du pouvoir. Mais notre raison d'être, c'est de rendre le plus transparent possible ces pratiques politiques, d'expliquer comment ça fonctionne. Et pour nous, ça n'aurait pas de sens de le faire juste pour les gens qui sont au pouvoir. C'est pour ça qu'on a ce modèle de prix avec des différences radicales. Alors, pour nous, la manière de rester indépendant avec le fait que nos lecteurs sont aussi nos abonnés, ceux qui nous financent, et sont aussi ceux qui fabriquent à ces décisions politiques, c'est d'abord d'avoir le plus possible d'abonnés. On en a aujourd'hui 800 organisations abonnées. La plus grosse fait 2% de notre chiffre d'affaires, C'est qui? donc on peut se permettre de la perdre. C'est une institution publique, je peux la nommer, c'est les services du Premier ministre français. Okay. Donc ça recouvre environ 500 lecteurs. Donc les services du Premier ministre, donc de Matignon, c'est votre abonné qui vous rapporte le plus de sous, si on peut dire. Enfin, c'est l'abonné le plus payant. Oui, tout à fait. Alors, il n'est pas loin devant 3-4 autres, hein, donc, mais oui, tout à fait. C'est qui les autres? Ça m'intéresse, c'est qui les autres? On a dans le top 5 3 publics et 2 privés. Ok. Les deuxièmes publics, c'est une institution européenne. Le troisième, c'est une autre institution publique française, les 2 entreprises du CAC 40. Allez, donnez-nous des noms un peu quand même. C'est frustrant. Ouais, mais je peux. C'est le Parlement européen, le deuxième abonné. Ouais. Ensuite, en termes, le troisième, c'est un ministère. Je ne vais pas dire lequel parce qu'après ils vont pas être contents français, si je dis celui qui paye le plus cher que les autres, mais oui, un ministère français. Ouais. Ensuite, on a la galaxie EDF, qui est un client abonné avec pas mal d'organisations en son sein. Et ensuite, une autre organisation, une autre entreprise française. Pour nous, la manière là-dessus de gérer ça, ce conflit d'intérêts éventuel, c'est d'être le plus transparent possible sur nos revenus. Donc, on publie tous nos revenus chaque année. On publie aussi si on a des emprunts, si on a des subventions, parce qu'on ne les refuse pas par principe pour lancer des nouvelles activités. Même si on refuse d'en être dépendant de notre modèle économique, mais on est transparent dessus. C'est d'être transparent sur le pourcentage du chiffre d'affaires que représentent les plus gros abonnés. Et c'est en interne, avoir une pratique. On a une charte déontologique avec un truc qu'on appelle par exemple la séparation des pouvoirs, où les commerciaux n'ont pas le droit de donner des instructions aux journalistes, qui n'ont pas le droit, s'ils en avaient, de les accepter, et réciproquement. Alors, combien de journalistes? Oui, pardon. Combien de journalistes, Jean-Christophe? Bonne question. On a aujourd'hui 28 journalistes en CDI à plein temps, à peu près 2 tiers à Paris et 1 tiers à Bruxelles. Et on a à peu près 3-4 équivalents temps plein en termes de pigistes qui tournent parmi une dizaine, une quinzaine de personnes. Un contenu emblématique des derniers mois? Alors, j'ai pensé à notre agrégateur de sondage qu'on a lancé il y a 3 semaines, parce qu'il est assez emblématique pour montrer qu'on se concentre sur ce qui a du sens et pas ce qui fait du buzz. Ouais. Alors, les sondages, on arrive dans une période de présidentielle, on va entendre parler que de ça, ça nous emmerde par avance. Ce qu'on va entendre, c'est la course des petits chevaux habituelle. Oh, Macron a gagné un demi-point, un point, il est passé devant Le Pen. Ça fait du buzz, ces grands titres, mais en fait, ça a peu de sens. Quand on connaît la mécanique des sondages, les écarts possibles, les biais statistiques. Donc, ce qu'on a fait, et c'est à notre connaissance, c'est la première fois qu'un média en France le fait, c'est d'agréger tous les sondages. Alors, concrètement, ça veut dire quoi? Concrètement, il y a en open source quelqu'un qui récupère les données d'une autorité indépendante à laquelle tous les sondeurs doivent déclarer leur sondage. Ah. Donc, on récupère ces données. On en a un traitement algorithmique de régression linéaire, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais qui permet d'écarter les points trop forts ou trop bas. Ouais. Ce n'est pas juste une moyenne, quoi, en fait.
Et ça permet d'afficher une tendance, et c'est beaucoup plus fiable que de prendre tel ou tel sondage. D'accord. Alors, c'est beaucoup moins sexy en termes médiatiques, c'est-à-dire que ça empêche de dire waouh, il se passe ça d'un coup. Oui, mais on voit vraiment, là, je regardais hier, on voit vraiment le mouvement. Hein, on voit les montées. On voit quand même, là c'est sur un an, la courbe que vous montrez, on voit d'abord une grande stabilité en fait. C'est-à-dire Le Pen et Macron qui sont assez loin devant les autres. Et alors cette info-là, elle fait pas le buzz, quoi. Mais elle est dans la réalité beaucoup plus fiable que ce qu'on peut entendre sur tel ou tel sondage. Pourquoi est-ce que l'agrégation de 10 mauvais sondages deviendrait une bonne information ? En statistique, plus on a de données qu'on agrège, meilleure est l'information. Donc c'est mathématique en fait. Plus on agrège des sondages ensemble, plus ils seront fiables collectivement. Ok, très intéressant. Alors, on va commencer par un commentaire de l'actualité, par un sujet d'actualité média, avec une affaire qui se passe à Orléans. Comme on l'avait raconté sur Arrêt Image, vous avez dû suivre ça. France 3 Centre Val-de-Loire a refusé un documentaire produit par la mairie d'Orléans sur les fêtes de Jeanne d'Arc. Et pourquoi France 3 Centre Val-de-Loire, je vais y arriver, l'a refusé ? C'est parce qu'une des voix off, c'est notamment parce qu'une des voix off était la voix de Charlotte Dornelas, journaliste notamment à Valeurs Actuelles, ce qui mettait très mal à l'aise France 3 Centre Val-de-Loire. Alors, ce refus de diffusion a eu pour effet d'irriter fortement Pascal Praud, l'animateur de l'Heure des Pros sur CNews, qui a pris en grippe le directeur de France 3 Centre Val-de-Loire. Écoutez ce qu'il a dit et répété. Dans le privé, ils ont plus de mal à exister, mais dans le service public, ce sont les rois. Les petits commissaires du peuple. J'aurais aussi appelé François pour. Oui, mais monsieur, on est en train d'appeler monsieur Bazier, il veut pas répondre. Bon. Je comprends qu'il ne veut pas répondre d'ailleurs, parce qu'effectivement, c'est tellement. C'est sûr. Oui, Jean-Jacques Bazier. Je vais donner son nom plusieurs fois. Tiens, Jean-Jacques Bazier, directeur régional de France 3 Centre Val-de-Loire. Je voulais vous lire la réaction de monsieur Bazier, qui est donc directeur régional de France 3. Il était prévu que si ce magazine ne nous convenait pas, nous ne le diffuserions pas. Quand j'ai appris lundi que la voix off de ce programme serait faite par une journaliste de Valeurs Actuelles, les bras m'en sont tombés. C'est formidable de dire ça. Vous me permettez, Pascal Praud, Pour un programme diffusé sur une chaîne publique, c'est quand même très compliqué. Non mais vous vous rendez compte où on en est ? Ils ont des mentalités d'épurateurs. Mais voilà, c'est ça. Ils sont dans l'hygiénisme intellectuel. Il y avait l'hygiénisme sanitaire, là on est dans l'hygiénisme. Exactement. C'est la même logique, encore une fois, il y a une continuité, il y a un continuum, comme on dit savamment. Bien sûr, c'est les mêmes qui auraient tondu à la Libération. Monsieur Bazier qui avait... Bazier, il s'appelle, c'est ça ? Oui. Bazier qui avait dit, quand j'ai appris que c'était Charlotte Dornelas qui commentait ces films, les bras m'en sont tombés. Alors là, il a cru que c'était la Wehrmacht qui arrivait peut-être dans Paris, je ne sais pas. Voilà, la Wehrmacht dans Paris. Donc, il a répété plusieurs fois Jean-Jacques Bazier, depuis qu'il a prononcé le nom du directeur à plusieurs reprises. Eh bien, celui-ci a reçu des menaces de mort et il a porté plainte contre X. Alors, je voulais vous faire réagir, non pas sur... on est d'accord, je pense, pour penser que c'est assez consternant, mais je me demandais juste, c'est quoi notre rôle de médias indépendants face à cette atmosphère un peu fascisante ? Je pense aussi à la lettre des généraux dans Valeurs Actuelles, à la lettre des militaires d'active, anonymes cette fois. À quoi on sert ? Qu'est-ce qu'on fait, en fait, quand on voit ce type de propos tenus ? Moi, je crois qu'il faut rester toujours factuel, en fait. Toujours revenir exactement et juste, dans ces cas-là, je pense, malheureusement, pour éviter la surenchère, d'éviter un maximum. Je ne sais pas si vous allez me suivre là-dessus, mais finalement, d'éviter au maximum de donner trop son avis et de rester vraiment... Parce que parfois, les faits sont tellement accablants qu'il n'y a pas besoin d'en rajouter, qu'il n'y a pas besoin justement d'en rajouter. Et donc, ça permet éventuellement qu'il n'y ait pas une surenchère. Parce que c'est ça le problème aussi, c'est qu'il y a une surenchère aujourd'hui. Et donc, on monte en épingle et à un moment donné, on ne sait même plus quel était l'événement déclencheur. Donc je pense qu'une presse indépendante, une presse point, quand on est journaliste, on s'en tient aux faits et justement on essaye surtout de rester factuel dans ces cas-là. Pour pas polariser. Hervé Kempf ? Ouais, je serais, j'allais dire, plus radical. Comment dire Qu'est-ce qui se passe ? C'est qu'en fait, CNews est clairement une chaîne d'extrême droite. Il y a un milliardaire, en l'occurrence M. Bolloré, qui a choisi, dans la foulée, par exemple, de Rupert Murdoch aux États-Unis avec Fox News, de jouer un rôle politique en orientant rédactionnellement sa chaîne à l'extrême droite. Et donc, il faut totalement assumer le fait que nous sommes
en total désaccord déontologique, moral et politique avec ce type de presse. Moi, à titre personnel, j'ai refusé d'aller chez M. Pro, qui m'avait invité il y a 1 ou 2 ans. Je suis très surpris de voir Laurent Geoffrin sur ce plateau, qui est un ancien journaliste. Je pense qu'il n'a pas de bon sens d'aller sur cette chaîne. Et il faut dire très clairement les choses, parler de ce type de chaîne comme des chaînes d'extrême droite et des chaînes qui ne font pas un vrai travail journalistique. Et par ailleurs, nous, on n'est pas on est généraliste sans l'être, mais disons que nous, notre travail, ça sera d'accompagner le mouvement écologiste, parce que fondamentalement, quelle est la question politique qui se pose, une fois de plus, c'est comment l'oligarchie ou le capitalisme, par des personnes telles que M. Pro, veulent évacuer les questions de la justice sociale et les questions de la transformation nécessaire de notre monde par rapport à la catastrophe écologique qui est en cours, et donc soutenir, raconter, relayer tout ce qui se passe dans ce domaine, et en particulier toutes les actions de la société civile, du mouvement climat et évidemment d'autres forces sociales. Certes, mais ceux qui vous lisent ne sont pas ceux qui regardent CNews. Comment on fait pour parler aux spectateurs de CNews? Je pense à Claire Nouvian, qui était militante écologiste, qui était allée sur le plateau. Ça s'était d'ailleurs très, très, très mal passé. Mais pourquoi est-ce que vous, Hervé, vous n'iriez pas sur ce plateau défendre ce que vous venez de défendre? Non, parce que c'est des jeux pipés. C'est des jeux totalement pipés. On connaît c'est pas Arrêt sur Image et aux spectatrices et spectateurs d'Arrêt sur Image que je vais expliquer comment se forme un débat, mais les dés sont totalement pipés. D'ailleurs, c'était à la suite de Claire Nouvian, manifestement Pro cherchait un autre alibi écologiste, après que Claire Nouvian se soit fait piéger. Moi, c'était hors de question d'aller là-dessus. Et je vais dire une chose, on peut parler en termes en termes personnels à des gens d'extrême droite, à des gens de bonne foi, à des électrices, à des électeurs, à des gens, et je crois que chacun, on en connaît, et on parle. Après, notre travail journalistique, c'est de déplacer, c'est une bataille totale pour déplacer le lieu du débat public sur des sujets vraiment importants. Et le fait qu'on est chacun, par exemple ici, et c'est très bien cette initiative du Club de la Presse, on est chacun des petits médias, mais on peut imaginer que l'ensemble de la presse indépendante, de la presse libre, est une masse critique suffisante pour peser dans le débat public. Et donc, moi, je suis vraiment très clairement, j'allais dire presque front contre front, en tout cas déontologie contre déontologie et indépendance contre asservissement au pouvoir de l'argent, et faisons du très bon boulot journalistique pour mettre les bons sujets, les bons débats sur la place publique. Ce qui veut dire que si c'est là, pour le coup, c'était donc, même si à partir de là, il y a une polémique, après l'intervention de Pascal Praud, donc le sujet devient polémique, on n'en parle pas alors que c'est un sujet quand même finalement qui s'impose. Qu'est-ce qu'on fait? On n'en parle pas et on parle toujours des sujets qui nous semblent les plus importants? Je réponds rapidement pour ne pas monopoliser la parole, mais pour voir midi à sa porte, nous, il y a eu un débat sur l'islamo-gauchisme, à un moment, enfin pas nous, on n'a pas eu le débat, mais on subit ce débat sur l'islamo-gauchisme. On a fait un éditorial extrêmement vigoureux, j'allais dire, à ce propos. Donc on réagit quand le moment est approprié. Par exemple, un média pour reporter, quand il y a un appel des généraux, comme on est le quotidien de l'écologie, honnêtement, ce n'est pas le cas. Mais quand ça vient toucher notre domaine où on a une relative compétence, là, on réagit de manière claire, soit par des éditoriaux, parce que de temps en temps, il faut prendre position clairement, ou soit par un travail journalistique, telle ou telle enquête sur telle ou telle chose. Jean-Christophe, comment vous avez réagi à ces propos de Pascal Praud et à cette ambiance un peu fascisante là qu'on ressent en ce moment? Et quel est votre rôle, quoi? Enfin, notre rôle. Ouais. Moi, j'ai été triste et j'ai été joyeux, en fait. Triste de voir ça et joyeux d'avoir pu créer un environnement où on soit libre de ne pas parler de ça. C'est-à-dire que concrètement, en lisant Contexte, vous n'écouterez ou vous ne lirez jamais ces enjeux de buzz, en fait. L'islamo-gauchisme, pour nous, on fait le choix de ne pas en parler. Et même si on parle de politique tous les jours, il y a les 90% de ceux dont parlent les médias qui parlent de politique ont fait le choix de ne pas en parler parce que ça n'aura pas d'impact sur la réalité des textes ou ça n'aurait pas d'impact sur la réalité du pouvoir. Et donc, si ça en a, il faudra qu'on en parle. Ouais. Mais quand même, pour beaucoup de ces polémiques, ça n'en aura pas, en fait. Le terme islamo-gauchisme, il a été repris dans la bouche de ministre. Je veux dire, c'est ça. Le fait est que le gouvernement est absolument poreux à cette atmosphère-là et à ce qui est dit sur ces plateaux-là.
Oui, mais les ministres font aussi de la politique, au sens de la communication. Les ministres, ils ne sont pas simplement sur les textes et nous, on se concentre sur la réalité des textes, en fait, de ce qui va réellement avoir un impact Ouais. concret, Ouais. sur des textes de loi. Mm. Et la joie, c'est vraiment aussi enfin, ça donne envie de redoubler d'efforts pour continuer à créer un environnement, un collectif où on puisse être libre de parler des enjeux qui, pour nous, auront un vrai impact. Alors j'ai une bonne nouvelle quand même, c'est la gestation du mensuel papier Epsilon. D'ailleurs, Jean-Christophe, vous aviez envie d'en parler. Ouais. Donc, une autre nouvelle média, mais qui est plus sympathique que la précédente. Alors, c'est un futur média de vulgarisation scientifique fondé par, oui, ce sera un mensuel papier, c'est ça, je l'ai dit, fondé par les démissionnaires de Science et Vie, depuis que le groupe Reworld a racheté le titre et lui a ôté toute fonction journalistique, toute fonction informative. C'est devenu juste un objet publicitaire destiné à capter la publicité. Alors, comme nous l'avions d'ailleurs raconté sur Arrêt sur Image, la manière dont Reworld, comme ça, phagocyte des médias et les déconstruit totalement. Alors, pourquoi c'est une bonne nouvelle ? Parce que ces démissionnaires-là qui ont fondé Epsilon attendaient 1500 préabonnements et ils en ont reçu 16 000 en 24 heures. Ça n'arrête pas d'augmenter. Là, alors, Adèle Bello nous montre la page Ulule qui récolte les préabonnements. Donc, on en est à 19 879 préabonnements, alors qu'ils ne s'attendaient pas du tout à ça. Alors, je précise quand même qu'ils ont rejoint le groupe de presse Fleurus, lui-même possédé par le groupe Unique Héritage Média, qui a investi un peu plus d'1 million d'euros dans ce projet. Alors, ça, c'est une source de réjouissance. On est d'accord, Jean-Christophe Boulanger ? Complètement, et c'est pour ça que je voulais en parler aussi, pour montrer que en fait, derrière l'ambiance de crise depuis plusieurs décennies autour du secteur de la presse, il y a une réalité différente sur le terrain, qui est une forme d'effervescence entrepreneuriale. Et je l'ai bien vécu dans mes fonctions de président de ce syndicat de la presse indépendante pendant 6 ans. J'ai vu se créer des dizaines et des dizaines et des centaines de journaux indépendants, en ligne, qui existent encore Ouais, qui pour beaucoup existent encore en Ok. fait. On a fait une analyse de la mortalité de ces entreprises et on a vu qu'elle est inférieure à la moyenne de la mortalité des entreprises de tous les secteurs confondus. Donc oui, ça marche pour beaucoup d'entre eux, pas pour tous, et c'est normal. Enfin, toutes les idées ne sont pas bonnes. Mais il y a une vraie demande de la part de beaucoup de gens pour de l'info indépendante. Et la presse, c'est un secteur de l'offre. Si on crée une offre, elle va probablement, si elle est de qualité, rencontrer des lecteurs. Donc j'étais admiratif là, du courage de ces journalistes qui ont eu confiance en eux, eu confiance dans la valeur de leur travail, de leur info, pour partir faire leur travail mieux ailleurs. Et je trouve bravo à l'équipe et ce succès et montre bien qu'il y a beaucoup de choses à faire. Il faut changer l'image de notre secteur pour bien montrer la dynamique. Hervé Kev, vous vouliez intervenir ? Un mot rapidement sur l'importance de l'information scientifique. Le dépeçage dramatique de Science et Vie, qui était un très grand journal, qui a une longue histoire, qui avait, je crois, plus de 400 000 abonnés, qui est un journal extrêmement important, de très bonne vulgarisation scientifique, succédait à la disparition de La Recherche, un mensuel de vulgarisation scientifique beaucoup plus pointu, mais qui jouait un rôle important. Et donc, c'est vraiment dramatique. Parce que, tu vois, juste avant, on parlait de la presse d'extrême droite, qualifiant ça comme ça, qui ne parle pas en fait des sujets importants. Alors que du point de vue non seulement écologique évidemment, mais du point de vue dans une société en transformation où la technologie est absolument importante, où le Covid en est un exemple, les questions de l'interaction entre science et société humaine sont extrêmement importantes, une information scientifique indépendante et rigoureuse est absolument nécessaire. Donc là, tu as employé, Jean-Christophe, le mot de joyeux. Moi, je suis très joyeux que ce nouveau journal apparaisse, que nos amis aient été courageux et aient fait un collectif aussi, ce qui est formidable. Moi, je ne les connais pas, j'ai tweeté, je me suis abonné tout de suite en soutien, mais ils ont fait un collectif et il reste un collectif. Et c'est peut-être une autre chose et qu'on vit tous dans nos 4 médias là aujourd'hui et le reste de la presse indépendante, c'est qu'ils ont fait des bons collectifs, quelles que soient les structures hiérarchiques d'entreprise, etc. Mais s'il y a un vrai esprit d'équipe, ça donne une force extrêmement grande aux médias. En tout cas, je suis très content de cette information scientifique qui va se renouveler avec nos amis. Surtout en ces temps de pandémie, c'est crucial. Stéphanie. Là, de passer de CNews à cette info, ça m'a fait repenser à une autre histoire, mais
pour le coup, qui n'a pas été si joyeuse que ça, me semble-t-il, mais je me trompe peut-être, c'est qu'il y a eu des... Quand c'est passé à CNews et que Bolloré est arrivé de iTélé à CNews, il y a aussi plein d'anciens journalistes iTélé qui ont démissionné et qui ont voulu créer quelque chose. J'avoue que là, le nom du média me manque. Et ça n'a pas marché. Mais je ne crois pas que ça ait marché, alors que voilà, il y avait des gens sans doute talentueux, en tout cas forcément expérimentés. Donc je ne sais pas si juste le fait que le collectif ait plein de bonne volonté et soit expérimenté, enfin voilà, avec plein Est-ce que ça suffit ? Est-ce que ça suffit ? Faut reconnaître quand même qu'il y a un modèle économique dans la presse. Enfin, on le ressent tous, voilà, je pense. Ça s'appelait Explicite. Voilà, merci, Explicite. Voilà. On le ressent tous. Il y a un modèle économique qui n'est pas si simple à trouver. Non. Et donc voilà. Justement, vous y attendiez tous à ce succès des préabonnements ? Je veux dire, est-ce qu'il n'y a pas... Alors, on se demandait hier, en y réfléchissant en équipe, on se disait pourquoi, au fond, ça a marché ? Est-ce que c'est parce qu'il y a un méchant dans l'histoire, c'est-à-dire Reward, on a envie de se battre contre ce méchant-là. Et aussi, on se demandait, est-ce que ça marche uniquement pour les niches, c'est-à-dire là, le côté scientifique ? Est-ce qu'un média généraliste qui se lancerait aujourd'hui, il obtiendrait, 20 000 abonnements en 24 heures ? Je ne sais pas qui veut... mais là, il y a un socle quand même énorme. Hein, un socle d'abonnés dans Science et Vie. Voilà, et de gens qui sont abonnés et qui suivent leur... Je sais même Vous voulez pas... dire les abonnés de Science et Vie ? Tout à fait, les anciens abonnés de Science et Vie. Tout à fait. Oui, là, il y a un socle énorme, à mon avis, de gens qui suivent parce qu'ils sont attachés vraiment. Il y a un attachement encore très, très fort à ce journal. Parce que là, bon, OK, on va dire ancien Science et Vie, mais à mon avis, je n'ai pas fait d'études dessus vraiment, mais à mon avis, on va voir les abonnés là, qui se sont réabonnés, on va dire, à Epsilon. À mon avis, c'est les abonnés qui suivent, une partie en tout cas, qui suit... Jean-Christophe Boulanger, sur ce que disait Stéphanie Fontaine, tout ne marche pas quand même. Enfin... Non, pas du tout, et c'est très normal et c'est très bien. Pour moi, le succès d'Epsilon, à ce stade, il repose sur 3 choses. La promesse éditoriale qui est très claire. Un nouveau Science et Vie indépendant, on comprend tout de suite ce que ça veut dire, et en ces temps de pandémie, comme vous le disiez, ça intéresse beaucoup de gens. Deuxièmement, un savoir-faire marketing. Ils ne se sont pas lancés tout seuls avec juste des compétences de journalistes. Ils ont fait alliance avec un groupe qui a apporté des compétences marketing, et on voit que la campagne est très bien gérée d'un point de vue marketing. Et troisièmement, il y a une histoire, en fait. Il y a une belle histoire avec un méchant, oui, comme vous le disiez, mais il y a une belle histoire à laquelle on a envie de participer. Et ces 3 ingrédients font que ça cartonne. Donc oui, ça ne marche pas du tout le temps, parce qu'il ne suffit pas de bonnes compétences journalistiques pour faire un journal, parce qu'un journal, il appartient à une infrastructure qui est une entreprise ou une association qui a besoin d'un modèle économique. Et ça, c'est d'autres compétences que des compétences journalistiques. D'ailleurs, Epsilon, c'est peut-être pas de la presse indépendante, puisqu'ils appartiennent à un groupe. On ne peut pas qualifier ça de presse indépendante, si. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, du point de vue du SPIL, donc le syndicat de la presse indépendante, ce qu'on regarde, c'est l'indépendance de l'organisation, entreprise ou association. Dans le cas de Unique Héritage Média, c'est compliqué parce que je n'ai pas eu accès à leur capital, mais ce qu'on regarde, le SPIL, c'est est-ce que la majorité du capital, donc la réalité du pouvoir, appartient à des gens qui ont des intérêts exclusivement dans le secteur des médias. Sous-entendu, est-ce que c'est une danseuse au service d'intérêts tiers? Je ne vois pas du tout de quoi vous voulez parler. Ou est-ce que c'est vraiment, ils vont contrôler l'entreprise dans l'intérêt exclusif de cette entreprise? D'accord. OK, c'est ça le critère. Alors, vous nous direz dans quelle case tombe Epsilon. Alors, comment continuer à fournir un journalisme de qualité, à travailler en toute indépendance sans mourir de faim, notamment sur des sujets qui touchent au pouvoir économique et politique? On va parler de votre documentaire, Stéphanie Fontaine, qui est diffusé depuis 1 an sur le site de reflet.info, mais aussi Mediapart, Caradisiac, un site spécialisé dans les questions automobiles. Vous en êtes la co-réalisatrice, ça s'appelle Radar, la machine à cash. On y voit Claude Guéant, on y voit Gilles de Robien, on entend Nicolas Sarkozy. Et alors, quand on parle de financement des médias indépendants, en regardant votre documentaire, je suis tombée sur ce bandeau qui dit ce documentaire est financé par ses auteurs et par les internautes. Aidez-nous, faites un don en cliquant ici. Alors là, on sent que, pour le coup, ça a été difficile. Est-ce qu'en 2 mots, vous pouvez nous expliquer pourquoi il est financé par ses auteurs? Vous avez donné de l'argent? C'est vous qui avez fait le documentaire et vous avez donné de l'argent? On a donné du temps, en tout cas. Donc, oui, du temps non payé. Du temps non payé. Alors ça, énormément, tous. Voilà, parce qu'effectivement, comme Jean-Christophe le disait, quand on est tout seul et qu'il n'y a pas d'équipe, éventuellement marketing, vous faites tout. donc effectivement, c'est beaucoup de temps, beaucoup d'énergie pour organiser justement
pas seulement faire le film et travailler sur notre sujet vraiment de manière complète, mais aussi tout ce qui est autour, c'est-à-dire trouver des diffuseurs, trouver éventuellement des producteurs, trouver d'abord des producteurs, ensuite des diffuseurs, et puis organiser finalement cette collecte de dons, parce qu'on a décidé finalement de produire... Parce que vous n'avez pas trouvé de diffuseur. En fait, voilà, c'est un peu compliqué, c'est-à-dire que moi j'avais proposé le sujet à plusieurs reprises à des producteurs et notamment à des gens de la télé qui étaient venus me voir, parce qu'il y a beaucoup de documentaires en fait, d'émissions sur les radars, sur la sécurité routière, enfin bon, vraiment, quand vous regardez les chaînes de la TNT, chaque soir il y a un truc sur les policiers qui traquent les délinquants de la route, etc. Voilà. Ouais. Et moi, en fait, je ne suis pas ce genre de... Vous ne faites pas de cop show. Non, je ne suis pas tellement spécialiste de ces questions. Je m'intéresse en fait à l'argent public et éventuellement à toute la question juridique, puisqu'en fait, ça relève du droit pénal, le code de la route. Et c'est là que ça coince, c'est ça? Et c'est là que ça coince, parce qu'en fait, moi, le spectacle, déjà, les gendarmes et les policiers sur la route, il y en a de moins en moins. Donc moi, ce que je vois surtout, c'est qu'il y a de plus en plus de radars automatiques qui font le travail des policiers et des gendarmes, avec derrière ces boîtes automatiques, en fait, des entreprises privées qui font tourner vraiment le système. Voilà. Donc voilà, donc tout ça pour dire que, en fait, quand je faisais des contre-propositions sur, ce serait bien aussi de parler de cet argent public et comment il est utilisé, et en montrant donc qu'il y a des entreprises privées derrière. Bah finalement, en fait, ça intéressait. Non, tout le monde me disait c'est compliqué, alors qu'on voit bien qu'il y a des documentaires qui sont très compliqués, qui passent aussi à la télé. Absolument. Donc pourquoi pas celui-ci Alors vous pouvez d'ailleurs regarder le documentaire et contribuer à le financer, parce qu'il est toujours en phase au fond de remboursement ou de financement. Alors, pour se faire une petite idée, vous êtes donc demandé ce qui se passait au Centre national du traitement des PV à Rennes. C'est ça. Donc les PV venus des radars automatiques. On vous voit d'ailleurs accompagné là de François Ruffin, le député, qui en tant que député peut visiter librement ce type de lieu. Hein, ça a été votre cheval de Troie. Et vous racontez l'histoire des radars automatiques via la manière dont l'État sous-traite massivement, mais très très massivement, au privé la gestion des PV. Et vous essayez même à un moment de joindre Nicolas Sarkozy. On va regarder un petit extrait. Alors ? Oui, monsieur Sarkozy ? Oui. Oui, bonjour, Stéphanie Fontaine, je suis journaliste. Je cherche à vous joindre parce que je réalise un documentaire sur l'histoire des radars automatiques. Donc, je ne sais pas pourquoi vous permettez de m'appeler sur mon téléphone portable. Je ne vous connais pas. C'est vrai Monsieur Sarkozy, je ne sais pas qui vous êtes. Je viens de vous remercie de ne pas utiliser ce téléphone et de passer par mon attaché de presse. Voilà, il n'était pas très content, non, Nicolas Sarkozy. Non. Pourquoi vous l'appeliez à ce moment-là? Vous pouvez expliquer? En fait, tout simplement, c'est le ministre emblématique des radars automatiques qui arrive en 2003. Donc, à l'époque, la sécurité routière, en fait, normalement, c'est dévolu au ministre des Transports, mais c'est à partir de Nicolas Sarkozy, qui est donc ministre de l'Intérieur à ce moment-là, que finalement, petit à petit, la sécurité routière passe totalement du camp du ministère des Transports au ministère de l'Intérieur. Donc, certes, Gilles de Robien a quand même participé à la mise en place, qui était ministre des Transports, a participé à la mise en place du contrôle automatisé. Mais finalement, c'est Nicolas Sarkozy et Claude Guéant vraiment qui prennent vraiment ce sujet à bras-le-corps et donc au départ, ça devait être juste une petite expérimentation avec quelques radars, et puis finalement, ils commandent tout de suite 100 puis 1000 radars. Donc, on comprend bien, une fois que les marchés sont passés, c'est compliqué de revenir un peu en arrière. Et donc, mais ça, à la rigueur, nous, on n'en parle pas. On parle pas on n'essaye pas du tout de savoir si le contrôle automatisé est quelque part une solution pour la sécurité routière, et pourquoi pas une bonne solution, et qui a fait ralentir les gens. Mais c'est vrai, non ? Oui, je pense que vraiment, indéniablement, les gens, moins de morts sur les routes, ont levé le pied, et donc les gens ont levé le pied, donc il y a moins de morts sur les routes. Mais c'est vrai que c'est toujours compliqué là de répondre. Moi, je suis intimement convaincue qu'effectivement, les radars automatiques ont fait... Mais vous le dites pas du tout dans le documentaire. Non, c'est pas... Voilà, c'est pas... Parce que, effectivement, en fait, finalement, cette question-là, j'y ai moins travaillé, et c'est très compliqué, parce qu'en fait, il n'y a jamais d'évaluation de rien sur les politiques publiques. Donc c'est très compliqué, en plus, de se rendre compte vraiment, parce que
on aurait pu imaginer que tout l'argent qui a été mis dans les radars automatiques, on en fasse autrement, plus de formation, je ne sais pas. Mais voilà, ça va dans la autre poche chose, du autre privé. chose et qui fait qu'on serait arrivé peut-être bon an mal an à peu près au même résultat. Vraiment, je dis ça, c'est juste pour essayer d'être le plus honnête et le plus objectif possible, mais j'en sais rien. Et en tout cas, il me paraît évident que le contrôle automatisé est relativement efficace d'un point de vue de la sécurité routière. Ouais. Alors, dans le documentaire, vous précisez les soupçons de conflit d'intérêts autour de Thierry Breton, ex-ministre des Finances, ex-PDG d'Atos. En 2 mots, il a poussé à la signature d'un contrat juteux avec Atos, qui était déjà omniprésent dans ce fameux centre de Rennes, qui est quand même un centre public, une institution publique, pour le traitement informatique des PV électroniques. Donc, il a poussé pour que ce contrat soit signé quand il était ministre. Or, il est devenu PDG d'Atos, je crois, 1 an et demi plus tard. Et il a porté plainte contre vous pour diffamation, parce que vous aviez publié une grosse enquête sur le sujet dans l'Express. On va écouter comment il parlait de ces plaintes contre Stéphanie Fontaine il y a quelques mois à Léa Salamé sur France Inter. Il y a une affaire qui vous poursuit depuis des années. Alors, je vous la pose. Je vous pose la question. Elle concerne le marché juteux des radars. Quand vous étiez ministre des Finances dans les années 2000, la société Atos a gagné un important contrat. C'est une société dont vous êtes devenu PDG 2 ans après votre sortie au gouvernement. L'association Anticor vous soupçonne de favoritisme. Vous qui voulez être radical sur ces questions-là, vous répondez quoi ce matin ? Je réponds ce que j'ai répondu au Parlement européen, qui a voté à 70% pour mon élection. Ce n'est pas le ministre de l'économie qui a pris cette décision, c'était le ministre de l'Intérieur. C'était pas quand j'étais ministre, c'était en 2004, moi j'étais en 2005. Et c'est en 2007, quand j'ai quitté, que le marché a été renouvelé. J'ai du reste porté plainte en diffamation contre la journaliste qui a diffusé cette fausse information. Et j'ai gagné à 2 reprises et de façon définitive. Voilà ce que j'ai répondu. Ça a le mérite d'être clair. Merci Thierry Breton. Belle journée à vous. Ça a le mérite d'être clair, mais en fait, ça ne l'est pas. Non. Et la journaliste, c'est vous. Alors, qu'est-ce que vous répondez à ça sur les plaintes ? C'est pas Alors, vrai ce sur qu'il les dit, plaintes en diffamation, donc au niveau pénal, c'est un peu compliqué, mais en fait, en première instance, j'ai été relaxée des 3 procès que Atos et Thierry Breton m'ont fait. Et c'est leur droit, ils ont fait appel de ces décisions, mais il se trouve que le parquet n'a pas fait appel, et donc j'ai été complètement blanchie au niveau pénal, mais au niveau des intérêts civils, ils avaient le droit donc de faire appel. Voilà. Toujours est-il que donc il y avait 2 articles ou 3 articles, je vous avoue que je me souviens même plus, mais parce que finalement ça remonte à longtemps, c'était en 2015. Ouais. Après il faut suivre, mais je vous avoue que là j'ai un trou de mémoire, je ne sais plus si c'est 2 articles ou 3 articles, et bien sûr en fait c'est quasiment tout l'article qui était, selon l'avocat de Thierry Breton et d'Atos, diffamatoire, parce que alors donc vraiment, voilà, à force il y avait même une petite légende qui disait par exemple que Thierry Breton était ministre de l'économie et des finances de 2005 à 2007, puis PDG puis à la tête d'Atos à partir de novembre 2008, et ça c'était, paraît-il, diffamatoire. Enfin, vous voyez, donc voilà. Bon, alors que c'est purement factuel. Voilà, purement factuel. Bon, bref, mais toujours est-il qu'effectivement, au niveau des intérêts civils, la Cour d'appel a considéré que pour un article, voire 2, donc je ne sais plus si c'est... Je crois que c'est 2, mais... C'est 2 articles, ouais. Non. Vous avez dû enlever des paragraphes voilà, suite à... Voilà, mais Thierry Breton donc, a fait 2 procès, lui, en son nom, et donc il en a perdu un, j'en ai gagné un. J'en ai gagné un. On m'a relaxé complètement en appel quand même sur un. Et pour finir, on a considéré que j'avais donc manqué un peu de prudence sur juste 1 ou 2 paragraphes. Je vous avoue vraiment que je me souviens plus exactement là. Avant l'émission, je l'ai pas regardé. En l'occurrence, les paragraphes, c'est que justement vous faites le parallèle entre, vous dites dans le paragraphe qu'il est devenu PDG d'Atos, voilà, et que donc on peut, etc., soupçonner que, et voilà, c'est ça c'est ça qu'ils ont considéré, qu'il manquait de prudence. Et j'ai été condamnée à 1 euro. Voilà. Ils en demandaient 25 000. Et Atos, 50 000. Voilà, donc ce n'est pas tout à fait ce qui est dit. C'est pas aussi clair. Et ensuite, excusez-moi, je voudrais juste quand même rajouter qu'il y a quand même des enquêtes au niveau qu'il y a une information judiciaire ouverte. Oui. À la suite de plaintes d'Anticor. Il y a eu d'abord une première plainte préliminaire et ça a fructifié en enquête préliminaire au niveau du parquet national financier. Puis, comme Anticor n'a absolument pas de nouvelles, a décidé de déposer plainte avec constitution de partie civile. Donc ça, c'est en 2019, je crois. Et l'information judiciaire est ouverte. Donc, bon, c'est pas tout à fait clair quand même. On attend, on verra bien. Voilà. On verra si Léa Salamé lui pose d'autres questions. Contexte, vous aviez suivi le travail de Stéphanie Fontaine, Jean-Christophe Boulanger. Est-ce que c'est le genre d'enquête que vous pourriez tout à fait publier ?
Je pense pas parce qu'elle n'est pas directement législative. Par contre, on a rendu compte de ce documentaire pour nos lecteurs de l'édition Transport Ah, très bien, parce ok. que ça semblait pertinent qu'ils aient connaissance de ce background sur le nouveau commissaire qui était Thierry Breton à l'époque, quoi. Sur le fait que Thierry Breton, on en parlait avec Stéphanie Fontaine en préparant l'émission, et à chaque fois qu'il est interviewé, enfin, il n'est jamais question de cette histoire de soupçon de conflit d'intérêts. Hervé Kempf, comment vous voyez le travail des journalistes face à ce personnage qui est quand même très puissant? Je suis très mal à l'aise parce que n'ayant pas vu le documentaire, peut-être je passe mon tour. D'accord, je veux pas vous faire souffrir. J'essaye de ne pas parler de choses que je ne connais pas du tout. D'accord, quoi. d'accord. Donc, C'est aussi bien. Oui. Du coup, on va aller chez vous, on va aller du côté de reporter. Vous avez filmé un débat entre Arnaud Montebourg, ex-ministre socialiste, ex-député, et Éric Piolle. C'était le 12 avril, si je ne me trompe pas. Éric Piolle, le maire EELV, donc vert de Grenoble, sur le nucléaire. C'est un débat très intéressant. Et votre positionnement, Hervé, nous a surpris au tout début du débat. Voilà ce que vous dites. Nous allons maintenant ouvrir la discussion qui suivra les règles simples suivantes. Il y aura une égalité des temps de parole et Marianne, que vous ne voyez pas mais qui est bien là, nous comptera le temps et nous aidera à maintenir un équilibre à peu près des deux temps de parole. C'est une discussion. Vous discutez entre vous deux et Arnaud Montebourg, vous répondez directement en tâchant de ne pas vous interrompre. Mais voilà, nous, on ne va pas faire grand-chose, espérons-le. Nous avons tiré au sort, avec leur accord, le nom du premier à parler. Ce sera Arnaud Montebourg. Et a priori, Émilie Massemin et moi n'interviendrons pas dans la discussion, sauf éventuellement pour apporter une précision factuelle en cas de besoin ou pour demander une explication s'il y avait quelque chose qu'on ne comprenait pas. Alors ça nous a intéressés. On ne va pas faire grand-chose, dites-vous. Alors pourquoi ce parti pris de les laisser discuter entre eux avec peu d'intervention? Parce qu'en fait, il y a peu de débats. On s'est rendu compte qu'il y a peu de débats dans l'espace public. On a vu tout à l'heure l'exemple caricatural de M. Pro sur la chaîne d'extrême droite dans laquelle il officie. Et en fait, c'est des gens qui émettent des opinions sur des sujets divers, avec une compétence, on va dire, très variable. Ou autrement, on a des journalistes qui interrogent quelqu'un. Par exemple, Madame Salamé interroge sur France Inter Monsieur Thierry Breton. Et en fait, il y a peu de lieux, je ne sais pas, je dirais qu'il y en a peu, où des responsables politiques, et ça pourrait être d'autres types de responsables, mais des responsables politiques discutent et discutent comme on pourrait discuter de choses sur lesquelles on ne serait pas d'accord. Alors, je ne sais pas sur quoi on n'est pas d'accord, mais imaginons qu'il y ait des points de désaccord, on discuterait qu'est-ce que tu penses de ça? Oui, mais voilà mes arguments, etc. Et en fait, on voulait un débat de cette nature où il y ait du conflit. Il y avait en tout cas une divergence qui était très forte entre ces deux personnes, M. Piolle et M. Montebourg. Mais on voulait arriver à ce qu'il y ait une discussion sereine. Et c'est ce qu'on va refaire d'ailleurs lundi 17 mai avec Mathilde Panot et Sandrine Rousseau. Est-ce que les gauches écologistes peuvent s'entendre? Il y a des divergences entre la France Insoumise et Europe Écologie Les Verts. On va en parler sereinement. Et je dirais que justement, la responsabilité, enfin le choix plus exactement qu'on avait choisi en tant que journaliste, c'est de créer l'espace de la discussion. Il y avait de la préparation avant quand même, il y a eu des discussions avec les uns et les autres, il y avait un conducteur, etc. Et de laisser la discussion se poursuivre. Et on s'est dit, il y a eu un certain nombre d'inexactitudes proférées dites dans ce débat. On a choisi d'en laisser passer beaucoup, sauf quand c'était vraiment trop extraordinaire, et là, il fallait intervenir. Mais je ne suis pas sûre de bien saisir, en fait. Mais Stéphanie, vous vouliez dire quelque chose? Oui, je voulais juste revenir sur le fait que vous aviez beaucoup travaillé en amont. Justement, est-ce que vraiment vous aviez passé toutes les questions? Justement, est-ce que c'était vraiment complètement transparent à ce niveau-là? Comment ça se passe, justement, pour préparer ce débat? Vous dites les sujets qui seront abordés et quelque part, s'il y a un sujet qu'ils ne veulent pas, vous dites OK, on ne l'aborde pas. Enfin, comment ça se passe? Ah non, on travaille avec deux journalistes. Là, c'était moi et Émilie Massemin. Le prochain, ce sera moi et Lorraine Lavocat. On étudie un peu le dossier pour voir c'est quoi les points. D'abord, il faut trouver les bons intervenants. Qui représente, a une légitimité, comment est-ce qu'on a un espace d'opposition. Et puis après, les bons intervenants, quand ce travail préparatoire est fait, on regarde politiquement ce que les uns et les autres disent, quelles
quels sont selon nous les points d'accord, de désaccord qu'on va trouver. Et après, on fait une interview préparatoire ou un entretien préparatoire avec chaque protagoniste. Et donc, on avait pu mesurer, déjà leur dire, voilà quel va être le conducteur, enfin les grandes lignes du débat. Est-ce que ça vous va ou pas? Oui, en général, ça leur allait. Et puis, voilà le type de questions, le type de points qu'on a identifiés. Qu'est-ce que vous en pensez? On essayait un peu de voir comment ils abordaient le sujet. Et aussi de leur faire sentir qu'il allait falloir bosser et préparer un peu leur dossier, ce qu'ils ont fait tous les deux, et je pense que le prochain débat, ça sera pareil. Et donc, on a un conducteur. S'il y a par exemple, j'espère ne pas être trop long, mais dans cette discussion, il y a des points qui émergent auxquels les journalistes, on n'avait pas pensé. On dit, ah ben tiens, elle ou il dit ça, c'est intéressant, on va le réintroduire dans le jeu. Ou on dit, tiens, elle a dit ça, que l'autre n'avait pas dit, donc peut-être qu'on va les orienter dans ce sens-là. Mais le rôle du journaliste qui met en difficulté l'interlocuteur, qui le confronte à ses contradictions, il disparaît ce rôle-là? Il n'est pas intéressant? Écoutez, nous, on est une fois de plus pas monopoliste, donc il y a une pluralité de choses. Mais là, par exemple, moi, on entend trop souvent des discussions, des interviews où l'on sent que la journaliste se fait piéger parce qu'elle n'a pas tous les éléments du dossier. Ouais, là, vrai. Par exemple, Léa Salamé, moi, si j'ai bien compris l'histoire, Thierry Breton lui répond très carré. Elle ne connaît pas tous les détails. Elle dit « Ok, vous avez gagné le point, c'est bon, il n'y a plus de souci. » En fait, j'ai compris que l'affaire juridique, elle n'est pas tout à fait finie et qu'il avait exagéré, on va dire, sur un point. Donc, il faut vraiment être très calé quand on interviewe quelqu'un sur tous les dossiers. Donc, et certains le font bien, d'autres le font moins bien. Voilà, mais moi j'entends trop de débats où je sens que, en revanche, il ne faut pas oublier que le journaliste, il n'est pas au niveau de son... Il n'a pas la même fonction, c'est pas qu'il n'est pas au même niveau, mais il n'a pas la même fonction sociale que, par exemple, un responsable politique. Donc, le vrai partenaire d'un responsable politique, le vrai interlocuteur d'un responsable politique, c'est un autre responsable politique ou une autre responsable politique. Il faudrait qu'il y ait plus de femmes dans la politique, et d'ailleurs dans le reste des postes à responsabilité. Mais voilà, il ne faut pas se tromper, un bon intervieweur, effectivement, il cherche à puncher un peu la personne interviewée, mais on s'est rendu compte, parce que nous, on se pose souvent des questions, est-ce qu'on interviewe telle ou telle personne? Et en fait, vous donnez toujours une tribune quand vous faites une interview. C'est rare que... D'ailleurs, l'idée de piéger quelqu'un est quand même pas très intéressante. On cherche plutôt à sortir ce qu'elle a à dire, ce qu'elle a dans les tripes, ce qu'elle a dans le cerveau, et puis s'il y a des points difficiles à s'expliquer. Mais je pense que c'est plus deux personnes qui sont dans une logique de conflictualité. Dans l'espace démocratique, c'est la bataille politique, de les mettre face à face, et c'est eux qui peuvent se répondre vraiment. Mais je n'exclus pas du tout le fait d'interview et la légitimité, et généralement pas mal de bons intervieweurs, y compris d'ailleurs Léa Salamé, fait quand même des bonnes interviews, on va le reconnaître. On essaie de faire autre chose, en fait. Alors, c'est amusant parce que ce dispositif nous a quand même évoqué un débat de campagne présidentielle, parce que il y a un chrono pour calculer le temps de parole. Il y a le dialogue en tête-à-tête. Il y a le dispositif. Je veux juste vous montrer une image. On a regardé les images du débat, vous voyez, le débat Macron-Le Pen du deuxième tour. Voilà, on fait des petits allers-retours entre les deux. Donc... Mais on l'assume totalement. Non, mais attendez, vous l'assumez jusqu'à quel point? Vous vous souvenez de ce débat-là? Je me souviens on les regarde, quoi. S'il y a un moment au présidentiel, dans le cérémonial totalement délirant de la politique française, il y a le débat de deuxième tour, il y a eu Mitterrand-Giscard, il y a eu je ne sais pas qui, Royal, Sarkozy, il y a Le Pen, Macron. Pourquoi Sarkozy Et c'est un dispositif qui est intéressant au demeurant. Moi, je trouve ça beaucoup mieux que ces faux débats où il y a 5 personnes ou 10, parce que maintenant ils sont très nombreux, devant une tribune, et puis il y a une série. Qu'est-ce que vous pensez de le revenu universel? Qu'est-ce que vous pensez de la politique étrangère? Ils donnent 4 phrases, on passe au suivant. C'est pas des vrais débats. Donc, ce dispositif, il est pas mal. Moi, une fois de plus, je plaide plutôt qu'on ait du pro et ce genre de personnages et de pseudo-débats sur qu'on ait justement des mises en scène plus régulières. Le problème du débat présidentiel, c'est qu'il y en a un tous les 5 ans. En fait, il devrait y en avoir beaucoup plus souvent. Et c'est ce que vous faites, du coup. Oui, c'est très bien. Ouais. Alors, juste, il y a un moment où vous êtes intervenu, il y en a plusieurs, mais il y a un moment où vous êtes intervenu, il y avait de bonnes raisons. On va regarder ce moment précis. Pour relativiser la question du risque. Fukushima, 0 mort. Il y a un débat qui s'ouvre, mais enfin, 0 mort. Tchernobyl, 0 mort.
Attendez, là, on doit intervenir. On doit intervenir en tant. Arnaud Montebourg, en tant que journaliste, là, nous avons dit que nous interviendrions. J'ai dit une bêtise ? Oui, 0 mort à Tchernobyl. Excusez-moi, vous avez dit quelque chose qui est inexact. Donc, combien alors ? Alors, il y a un débat, mais il y a eu un certain nombre de morts instantanément, enfin, dans les semaines qui ont suivi. Et ensuite, il y a eu un très grand nombre de morts par. On me dit que c'est vous qui avez raison, que j'ai tort. Donc je reconnais. Oui, voilà, il n'y a pas de souci. Et c'est un gros débat, mais bon. Donc, c'est ça les débats honnêtes. Juste absolument. Et puis. Mais j'ai pas terminé mon argumentation. Alors, est-ce qu'Eric Coll, vous êtes d'accord, il finit son argumentation? Non, j'ai pas terminé. Alors, allez-y. Quand il dit, on me dit que vous avez raison et que j'ai tort, à qui il parle? Il y a quelqu'un il y a un public et quelqu'un qui lui dit comme ça? Qu'est-ce qui se passe? Oui, il y a comment dire, il vient avec un jeune ingénieur qui travaille au CEA au passage et qui est très brillant et qui défend le nucléarisme et qui a été un peu son formateur sur cette question. Et donc il lui a fait signe on est là, et lui, il est là hors champ de la caméra, du côté de la caméra, il est juste en face, et effectivement, Montebourg tourne la tête, vous le voyez, il tourne la tête vers monsieur, peu importe de donner son nom, et le jeune ingénieur lui dit, moi je ne l'ai pas vu, mais c'est évident, il lui dit, et donc Montebourg... Et à son honneur, quand même, reconnaît tout de suite son erreur de manière assez élégante, je trouve. C'est assez agréable à entendre. Voilà comment c'est. Voilà. Alors, juste pour dire, je suis allée voir, donc l'OMS en 2005 reconnaissait un peu moins de 50 morts attribuées aux radiations. Donc, quand vous dites les morts immédiatement après. Et puis après, il y a les cancers liés à Tchernobyl qui sont difficiles à évaluer, mais en gros, les chiffres vont de 4 000 à 200 000 personnes atteintes de cancer lié à Tchernobyl. Je dis ça pour compléter, parce que vous ne donnez pas trop de chiffres à ce moment-là. Alors du coup, je sais que vous avez envie de vous détacher du type de débat habituel, sauf avec les petites phrases. Bon là, c'est une petite phrase qui est sortie, qui a été reprise notamment par l'émission Quotidien sur TMC. On regarde. Preuve que Tchernobyl est un sujet toujours brûlant aujourd'hui et qu'il embarrasse toujours les pro-nucléaires. Écoutez ce que disait Arnaud Montebourg il y a quelques jours sur une web TV écolo. Voilà, et là on voit en fait, c'est un peu dur, la web TV écolo, donc c'est vous, c'est les reporters, et on ne voit pas très bien le logo, on le voit un moment et puis il va disparaître, je crois, il y a la date qui s'affiche sur votre logo, donc ça ne vous a pas plu ça, Hervé Kempf? Non, le manque de respect professionnel et le manque de courtoisie à l'égard des confrères et des consoeurs est inadmissible. En fait, voilà, tout simplement, dans l'après-midi, l'émission Quotidien me demande est-ce qu'on peut vous acheter 10 secondes de cet extrait. Je dis oui. Mais pensant qu'ils vont faire comme ils font dans leur dispositif habituel, c'est-à-dire mettre de manière très explicite, quand ils reprennent des images d'une autre chaîne de télévision, une cartouche avec le nom du média, et qui reste tout le temps de la séquence. Donc France Inter, France Info, LCI, BFM, je ne sais pas, France 2, etc. Et là, non seulement ils nous reprennent 26 secondes, alors que j'avais dit oui pour 10 secondes, il fallait me demander 26 secondes, ils ne mettent pas le logo, alors ils l'ont mis en tout petit pendant une seconde, et pas le dispositif habituel. Et en plus, la journaliste n'a pas... c'est même pas l'élégance, c'est une précision journalistique de dire le site d'information Reporter a fait ça. Parce que vous n'êtes pas une web télé écolo, en fait. Non, on est un reporter. Et puis, il se trouve qu'on fait parfois de la télé, mais enfin, il faut citer. Donc, voilà, j'ai réagi avec... vivacité. Oui, j'ai lu le mail que vous lui avez envoyé, parce qu'ils vous ont fait un autre coup récemment. Ils ont utilisé, sans vous citer, votre méthode de calcul au sujet des propositions de la Convention citoyenne pour le climat. On va regarder aussi ce moment-là. Le projet de loi Climat et Résilience a été adopté en première lecture à l'Assemblée nationale cet après-midi. Ça fait 2 ans que le projet est dans les tuyaux. Souviens-toi, en 2019, Emmanuel Macron avait créé une convention citoyenne pour le climat composée de 150 citoyens tirés au sort. Après des mois de boulot, 149 propositions avaient émergé. Le président s'était même engagé à toutes les reprendre dans la loi. Sauf que sur les 149 propositions citoyennes, seules 15 ont été retranscrites dans le projet de loi, 79 ont été rejetées, les autres ont été modifiées. Alors là, on a l'impression que c'est des chiffres
publics qui ont été calculés par je ne sais pas moi, peut-être par le gouvernement. Or, ce sont vos chiffres, Hervé Kempf, Oui. parce que il y a des évaluations différentes selon les médias. On a regardé Le Monde hier, effectivement, ils ne font pas tout à fait le même calcul que vous. Donc là, vous avez reconnu vos chiffres, en fait. Oui, et comme on a fait beaucoup de boulot derrière, mine de rien, ça paraît simple, mais il y a eu 2 journalistes pendant 2 mois, pas à plein temps, mais enfin qui ont vraiment passé beaucoup de temps, dont une journaliste d'ailleurs à plein temps quasiment pendant 1 mois, plus un data journaliste. Enfin, c'est un énorme boulot, mine de rien, qui a demandé beaucoup de gamberge. Et le minimum, une fois de plus, c'est de citer le nom du journal, quoi. Et pourquoi ne pas le faire? On n'a pas compris. Donc à nouveau, un petit tweet, un courriel à monsieur Yann Barthès qui ne m'a pas répondu. Et après, on revient à la presse indépendante. C'est pas parce que ces personnes, ils font du bon boulot quotidien, il me semble. Moi, honnêtement, en plus quotidien, si vous regardez sur Internet, vous devez vous taper X minutes de publicité. Donc c'est absolument insupportable. Mais après, ça a l'air plutôt sympa. Ils sortent des bonnes informations de temps en temps. Donc pourquoi ne pas reconnaître le travail des autres? Et moi, les gros, les petits, il n'y a pas de différence. Et je trouve ça très dommage de leur part. J'aurais d'ailleurs trouvé, voilà, si M. Barthès avait eu la politesse de me répondre simplement « Oui, vous avez raison, on s'est trompé, on ne le refera plus », il n'y a pas de souci, on n'en parle plus, quoi. Et si vous invite, vous venez? Oui, j'étudierai le dispositif. On verra de quoi on parle. Mais a priori, oui, moi, on n'est pas rancunier. L'essentiel, c'est qu'il faut dire à nos amis de quotidien ou d'ailleurs, par exemple, on parlait tout à l'heure de Pascal Praud. On n'y va pas. Moi, je ne vais pas chez ça. Et je pense qu'en revanche, France 2, TF1, on peut dire « Ok, TF1, c'est pas bien parce que ça appartient à un milliardaire. » D'accord, mais enfin, malgré tout, on ne va pas non plus… la réalité est ce qu'elle est. Ils ne font pas non plus un travail indigne. Donc, si ils font un travail sérieux, il y a quand même… Voilà, pourquoi j'irai pas? Oui, tout à fait. Il faut dire assez gros, quel que soit le nom, il y a de la presse indépendante. Ok, on ne baisse pas tant d'audimat, tant de machin, etc. Mais si la qualité du boulot est là, reflet pour moi ou contexte, c'est aussi bien que Le Monde ou que France Info ou que France Inter ou que TF1. Et donc, il n'y a pas de différence. C'est la qualité du journalisme qui doit compter. Et donc, messieurs les médias dominants qui dépendaient quand même de la publicité et qui appartenaient à des actionnaires milliardaires, ayez le respect de vos collègues parce qu'en fait, nous, les petits, on est la garantie de leur liberté. Parce que être un média indépendant, c'est aussi être un levier. C'est-à-dire que si nous, on parle de sujets, au bout d'un moment, de bons sujets, qu'on sort des bonnes infos comme les uns et les autres nous l'avons fait, ça oblige les gros à prêter attention. Et donc, on élargit dans l'espace public. Donc, d'une certaine manière, on est la garantie de leur liberté. Jean-Christophe Boulanger, qu'est-ce que ça vous inspire, ce rapport de force, au fond, de ces gros médias qui pompent les médias indépendants sans les citer? Enfin, je ne dis pas que c'est une généralité, mais qu'est-ce que vous constatez à cet égard? Malheureusement, j'écoutais Hervé avec beaucoup d'empathie. J'ai l'impression qu'il y a une pratique dans le métier qui est que entre petits, on se cite et on cite les gros. Par contre, quand on est gros, il est communément admis que si on cite un gros, on le cite, mais si c'est un petit, il n'y a pas besoin de le citer, en fait. Et c'est révoltant, en fait, cette pratique-là. Vous, ça vous arrive régulièrement? Bien sûr, très, très, très régulièrement, et on hésite. Parfois, on contacte le journaliste ou le média. Souvent, on ne le fait pas. Souvent, on ne sait pas très bien non plus. Certains peuvent être sincères et avoir une info par ailleurs. Donc, on n'est pas toujours persuadé qu'on était la source. Mais parfois, on le sait. Il y a heureusement, je pense, depuis peu, un truc qui s'appelle le Conseil de déontologie des médias qui permet aux médias ou aux citoyens de saisir ce conseil. Et moi, j'ai hésité plusieurs fois à saisir ce conseil sur des sujets de reprise non sourcés, non cités. Donc ça vous arrive très souvent, là, c'est ça que vous êtes en train de nous dire, là? Ou quasiment de façon hebdomadaire, toutes les semaines, on est repris par des grands médias qui ne nous citent pas, ouais, tout à fait. Tous les grands médias sont abonnés, beaucoup de grands médias sont abonnés à Contexte, et notre rôle, quand on dit qu'on est là pour informer les professionnels, les journalistes en font partie. Oui, c'est ça. On est très heureux de décrypter ce qui se passe à Bruxelles et dans les couloirs des ministères français pour les journalistes. Au fond, ils vous voient un peu comme une agence de presse. On sait qu'on n'est pas obligé de citer une agence de presse. L'AFP, on ne cite pas, on donne l'information, enfin, on la mentionne dans la presse écrite, mais ils vous voient peut-être comme une agence de presse et pas comme un média. Enfin, c'est peut-être ça l'explication.
Moi, ce serait une explication généreuse. Je pense que c'est plutôt Ouais. une pratique qui est qu'un petit média, on peut se permettre de ne pas le citer. Ouais, c'est ça. Alors, il y a un exemple récent, hein, vous avez été cité par quelques médias parce que vos journalistes ont découvert qu'une experte en fiscalité du MEDEF avait collaboré à une note émanant de, je crois, plusieurs pays membres de l'UE, dont la France, réclamant un allègement des obligations de transparence fiscale pour les multinationales. Racontez-nous comment ça s'est passé. Comment vous avez découvert qu'une collaboratrice du MEDEF, experte en fiscalité, avait touché au sens propre, hein, avait contribué à ce document? Ouais, c'est un de nos 9 journalistes à Bruxelles, Jean Comte, qui a découvert ça. En fait, avec 9 journalistes, on peut décrypter le détail de ce qui se passe et rentrer dans le dur des documents, analyser des centaines de pages. Et là, concrètement, c'est une note qui circulait depuis quelques jours, quelques semaines, qui était censée représenter la position de la France, Ouais. qui curieusement n'était pas signée, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas les logos officiels comme c'est d'habitude. Et en fait, tout simplement, en regardant les métadonnées du PDF, en regardant l'auteur du document PDF, Jean Comte a réalisé que le nom était celle d'une salariée du MEDEF. Attendez, pas l'auteur unique? Si dans les métadonnées, en fait, l'auteur d'un PDF est celui qui a créé le document. Ah oui, en fait. c'est encore pire que ce qu'on pensait, d'accord. Donc elle était carrément la créatrice du document. C'est ça. C'est ça, c'est ça. Et donc, en fait, ce qui s'est passé derrière, ce que ça veut dire, c'est que le Bercy, qui était à l'initiative de cette note représentative de la position de la France, Bercy s'était appuyé sur un document émis au départ par cette salariée du MEDEF et n'avait pas reproduit le texte dans un autre document dont il était l'auteur. Donc, c'est presque assez technique et au fond, peu importe. Que Bercy soit parti d'un document du MEDEF ou ait fait un copier-coller. Il aurait suffi qu'il fasse un copier-coller pour pas qu'on voit ça. Ouais. Le sujet de fond, en fait, que ça pose, c'est celle de la proximité qui peut exister entre certaines administrations et certains lobbies plutôt que d'autres. Et quand je dis lobby au sens large. Hein. Ça peut être des représentants d'entreprises, mais ça peut être aussi des ONG. Donc pour moi, il n'y a pas tellement de sujets par rapport au MEDEF qui fait son travail d'exprimer ses positions sur le sujet. Le sujet, c'est plutôt celui de la responsabilité du législateur. Ah oui, c'est moins qu'on puisse dire. De pouvoir écouter les positions de tous et de ne pas favoriser de façon systématique certaines positions plutôt que d'autres. L'information a été assez peu reprise à la télévision, par exemple. Elle a fait par contre du bruit au Parlement européen. On va écouter l'eurodéputée insoumise Manon Aubry qui reprend votre information. Alors je précise, d'ailleurs vous allez peut-être me corriger, elle parle de reporting agrégé. Je voudrais quand même expliquer ce que c'est avant qu'on écoute. Elle évoque en fait le fait que les informations donc, sur la fiscalité des multinationales ne soient pas détaillées pays par pays. Ce risque-là qui permet aux multinationales de ne pas montrer qu'elles font de l'optimisation fiscale. C'est ça le reporting agrégé, c'est quand on met tout ensemble et du coup on ne peut pas distinguer ce que font les entreprises pays par pays, c'est ça hein? Ouais, si je résume le sujet, parce que c'est un sujet important en fait, c'est celui de la transparence fiscale. En gros, suite aux Panama Papers, la Commission européenne a proposé d'imposer aux entreprises de rendre publique la répartition de leur activité pays par pays. C'est ça. Ça, c'était en 2016. Depuis, c'est un dossier qui est bloqué parce que le Parlement européen, lui, va aller très loin sur le sujet en demandant la publicité non seulement pays par pays en Europe, mais pays par pays dans le monde entier, en demandant pas simplement le chiffre d'affaires, mais aussi des chiffres autres comptables, alors que le Conseil, donc les États, eux, le Conseil est beaucoup plus frileux, veut cette répartition uniquement sur les pays européens et certains paradis fiscaux, et veut peu de chiffres. Et là, il y a une possibilité de faire avancer le dossier parce qu'il y a une majorité qui se dessine au sein du Conseil, donc au sein des États, mais une majorité assez faible. Et donc, la position de la France peut faire pencher la balance d'un côté. C'est pour ça que cette note qui est presque une anecdote, nous, c'était une brève. Oui, c'était une brève alors que c'était quand même hyper important. Hein. Vous en avez fait une brève dans un briefing, effectivement. Ouais. Pour nous, c'était pas très important, en fait. C'est tellement révélateur. Ouais. Mais il n'y a aucun scoop dans le fait que le Bercy reprenne régulièrement des positions du MEDEF. Non, c'est la pratique habituelle. Je vois Hervé Kempf qui fait un gros haussement de sourcils.
en riant aussi, mais merci Jean-Christophe. Donc, ouais. Ah, on vous entend ouais, pas là, mais- Hervé. Ah pardon, oui, Voilà. parce que oui, bah oui, c'est, comment dire, bah, tu as très bien dit les choses. Bercy est la voix du Medef, en résumé. Je le dirais pas comme ça. Non, je suis pas d'accord. Bercy écoute aussi d'autres positions, mais en tout cas que Bercy reprenne souvent les positions du Medef, c'est une réalité. Donc pour nous, il y a pas d'info. C'est pas un scoop, quoi. Mais ça a été monté de façon, ça a pris de l'ampleur parce que ça tombait à un moment politique particulier. Ça a été utilisé dans leur propre combat politique par les ONG. Alors, on va écouter Manon Aubry, Voilà. justement, juste une petite minute. Il y a un document qui a fuité dans la presse sur la position de la France qui essaie ni plus ni moins que de torpiller la proposition, tentant d'avoir à la fois une clause de sauvegarde maximaliste, mais surtout d'avoir des données agrégées pour les pays, ce qui ne serait plus un reporting pays par pays. Pire, il semble que ce document ait été à un moment dans les mains de représentants du MEDEF et des lobbies qui, semble-t-il, dictent la position à la France. Du coup, je m'inquiète de là où vont aller les négociations. Voilà, alors, on se demandait juste, en écoutant Manon Aubry, au fond, c'est pas la presse la presse n'a pas énormément repris, en tout cas la presse mainstream, cette information-là, mais c'est au fond les élus du Parlement qui s'en saisissent. Est-ce que c'est exactement votre mission, au fond, c'est-à-dire de nourrir le débat, par exemple, au Parlement européen? Ouais, tout à fait, exactement. Pour nous, on sert à ça, à raconter la réalité de la pratique du pouvoir, la réalité de la fabrication de cette norme collective que sont les lois, que ce soit à Paris ou Bruxelles, de dire qui est derrière telle position, qui influence qui, et que notre conviction, c'est qu'en racontant ça, en apportant un peu de transparence là-dessus, ça améliore le fonctionnement démocratique. Et donc notre rôle, modeste et important, il est d'essayer d'informer le plus proche possible du réel, sans a priori, sans prise de position sur des bons et des méchants sur le sujet, pour que ce soit utilisé effectivement par les acteurs politiques eux-mêmes, mais donc les élus, les représentants, mais aussi les citoyens, pourquoi pas, via l'intermédiaire des journalistes qui peuvent utiliser ces informations. Ouais. On va bientôt terminer. Reporter, j'avais juste... reporter, Hervé Kempf. Je voulais juste vous demander ce que vous aviez envie de déployer dans la perspective de l'élection présidentielle de 2022. Est-ce que c'est ce type de débat façon présidentielle qui va être votre point fort ? Je ne sais pas. On réfléchit beaucoup en équipe parce que reporter, heureusement, ça n'est pas moi. Un peu quand même. Oui, bon, enfin, non, mais c'est vraiment une équipe. Ceci dit, on ne sait pas, on cherche, on réfléchit, on est très inquiet de ce qui se dessine. On n'est pas les seuls, heureusement, mais on est très inquiet de ce qui se dessine. On cherche comment on peut trouver notre chemin, ou apporter notre pierre à l'édifice très modestement. Voilà, donc on est dans le débat et très concrètement, là, on affiche du point de vue de l'analyse écologique qui est notre fondement. C'est clair qu'entre la droite de M. Macron, la droite des Républicains et la droite du Rassemblement national, il y a rien à espérer, c'est dramatique. Donc, est-ce que la gauche et les écologistes, la gauche ayant quand même vraiment intégré maintenant la question écologique, comment est-ce qu'elles peuvent réussir à s'unir pour empêcher qu'on ait un pouvoir ? Les institutions de la Ve République étant ce qu'elles sont, c'est-à-dire dramatiquement orientées pour concentrer le pouvoir et dramatiquement verticales, comment faire en sorte qu'il y ait une alliance, une union, une convergence, je ne sais pas quels sont les mots et les méthodes qu'il faudra trouver. Donc vous allez appeler à l'union de la gauche, Hervé ? Non, on n'appelle pas, on est journaliste, donc on crée par exemple des débats comme entre la France Insoumise et Europe Écologie Les Verts. On s'intéresse au régional, on suit tel et tel dossier, on raconte, on publie des tribunes qui appellent à l'union. Mais nous, personnellement, on le dit. Si, je sais pas, on fait quand même peu d'éditos parce que voilà. Mais voilà, on se le cache pas. Je pense que c'est clair pour les lectrices. Mais on essaie de trouver les points d'entrée journalistiques, d'organisation du débat ou d'information, mais pour aller dans ce sens-là, très clairement, parce que du point de vue écologique, une fois de plus, et sans même parler des libertés et de la justice sociale, l'évolution en cours est absolument dramatique. Enfin, inquiétante. Donc voilà. Bon, dans la perspective donc de 2022, nous, on vous incite à Arrêt sur Image à vous abonner aux médias indépendants, à Reflet.info, à Reporter, à Contexte. Peut-être, je ne sais pas si un lecteur
d'arrêt sur image peut s'offrir Contexte, mais en tout cas à suivre le travail de Contexte. Merci à tous les trois et à la semaine prochaine. Merci beaucoup.